Aujourd'hui, je reçois un garçon qui n'a aucun lien de parenté avec Dimitri Champion, vainqueur des championnats de France 2009. Non, en effet, lui, il s'appelle Thomas et c'est un grimpeur que vous pouvez retrouver en vadrouille autour du lac d'Aix-les-Bains. Vous l'avez compris, dans ce 6e épisode de la zone mixte, j'ai le plaisir de recevoir l'un des leaders de la Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93, Monsieur Thomas Champion. Comment ça va, Thomas? Salut à toi Samuel écoute, ma foi ça va bien, ça va bien, ça va bien. On arrive à la période de la reprise, il est temps de retourner au boulot et puis après cette saison et cette coupure, ça fait du bien aussi de s'y remettre et de retourner à ce qu'on aime. J'ai vu, du coup, tu as fait ta petite reprise de l'entraînement aujourd'hui, j'ai vu en story. J'y ai repris il y a 3 jours déjà, donc c'était ma troisième sortie aujourd'hui, 1 mois pile poil après ma dernière sortie de la saison voilà, un mois de vacances. C'était bien les vacances? Ouais, c'était top, c'était top. J'ai vu que tu es Heu, parti, t'es parti avec un des couples stars du cyclisme. ouais, 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 je suis parti à plusieurs destinations un peu, mais dont une, ouais, avec Evita Music et Eddie Finet, qui sont des potes proches, et et hem et en termes de kilomètres parce qu'ils sont sur le bassin grenoblois et aussi parce que j'ai passé quelques années en teammate avec Eddy donc voilà. Ouais, c'était cool. Comment, comment il va d'ailleurs? Alors Eddy, il va bien, il se remet, il a eu une fin de carrière un peu précipitée, cette année suite à plusieurs opérations de l'artère iliaque. Je pense qu'on peut le dire, c'est pas un secret. Ouais, il en a parlé déjà. Ouais, voilà, il en a déjà parlé dans quelques interviews. Donc, avec Cofidis, ils ont décidé, en accord de mettre fin à son contrat en juin, suite à une quatrième opération de l'artère iliaque, ce qui est énorme, hein, sachant qu'une opération, on revient au moins 5 mois après. Donc voilà, c'était vraiment trop dur pour lui à chaque fois de supporter ça, quand on aime, ce métier et qu'on est contraint, par des blessures de s'arrêter et de pas retrouver son niveau, c'est très compliqué. Donc, voilà. D'un commun accord, ils ont fait le choix de stopper ça. Bon, ouais, comme on dit, tant que la santé va, c'est l'essentiel. Après, le reste, c'est sommaire. Exactement. Bon, du coup, on va reprendre un petit peu ta saison. Donc, comme je l'ai dit, tu es un des leaders de la Saint-Michel. Et ben, juste avant la fin de la saison, on a pris ta prolongation du coup pour une saison supplémentaire pour la saison 2026. C'était dans les papiers depuis un moment, cette prolongation? Oui, oui, depuis un moment, j'avais déjà signé, quelque temps avant que ça soit annoncé et après j'avais eu une promesse, orale et j'avais déjà le contrat, on va dire, dans la boîte mail depuis peut-être 1 ou 2 mois avant. Voilà, donc c'était un choix commun aussi de l'annoncer, assez tardivement. Après il y a pas de secret, hein, c'est pas des transferts, des transferts vraiment importants donc voilà, ouais, ouais, c'était annoncé et je suis content de repartir cette année avec eux. Très bien. Ah, si, si, c'est important, parce que le vélo, c'est pas que le World Tour, c'est aussi plein de divisions à l'échelon un petit peu inférieur, Conti, Pro Team, mais aussi à l'étranger. Donc c'est pour ça. Faut en parler, faut en parler. Le vélo, c'est pas que UAE et Pogacar, hein. Voilà, ça c'est sûr. Donc avant de faire un retour sur ta saison, un petit mot sur le gravel quand même, parce que ben, à la fin de ta saison, tu as pris part ben, au championnat du monde où tu as terminé 60e. C'est une discipline qui te plaît, le gravel. Tu aimerais peut-être en faire un petit peu plus sur les saisons à venir? Alors ouais, j'ai fait le choix de partir sur le gravel un peu sur la fin de saison parce que déjà sur route, on n'avait pas un programme, super complet. En Conti, on a des saisons qui sont chargées et assez hétérogènes, pardon. On a des mois de mai, juin, enfin avril, mai, juin qui sont complètement fous, vraiment à ne plus savoir, quel coureur mettre sur quelle course. Et par contre, en fin de saison, à partir enfin moi pour ma part, la course qui m'intéressait la dernière, c'était le Tour du Limousin, ça s'est fini fin août et derrière, on n'avait que des courses d'un jour sur des sprints massifs, donc plutôt compliqué. Donc j'ai essayé de me maintenir en condition avec des objectifs qui me rappelaient mon passé un peu de vététiste, trouver des nouvelles choses. Le gravel, c'est une discipline qui est en vogue en ce moment, qui essaye de prendre un peu partout et de plus en plus,
de mecs payés pour faire du gravel. Et puis après, plus niveau amateur, ça plaît à beaucoup de gens qui vivent dans des régions plates, on va dire, qui sont pas adaptées au VTT. Heu, pour ma part, je suis pas encore convaincu du gravel. C'est pas Quand on vient du VTT, pour moi, c'est un peu fade comme truc. C'est vraiment histoire de mettre du caillou sur une course route. Hem, je sais pas, je préfère rester sur un Strade Bianche ou quelque chose comme ça qui me conviennent mieux et qui sont dites comme courses sur route. Après le gravel, j'ai fait le championnat de France où il y avait vraiment un beau parcours. J'ai pris du plaisir sur cette course-là, vraiment parce que c'était joueur, il y avait des singles, de la forêt, du champ, il y avait un mix de tout qui faisait que c'était attrayant. Et donc je devais faire un France correct pour décrocher ma sélection pour le mondial, parce que je n'étais pas du tout dans les quotas et que j'ai commencé le gravel qu'aux France. Ouais. Donc j'ai pris une 6e place sur le France, bon avec quelques ennuis mécaniques et cetera, mais j'avais pas la gagne dans les jambes, donc ça change pas grand-chose que ça soit un podium ou une 6e place. Donc j'ai réussi à me qualifier et j'ai découvert le mondial aux Pays-Bas, mais qui était vraiment très, très plat. Ouais, Heu, c'est on vrai a que bon, fait, enfin le premier a fait 38 et quelques de moyenne, moi j'ai dû faire 37, enfin c'est sur un gravel, c'est quand même assez impressionnant. ouais, c'est à fond, franchement, c'est pas les chiffres qu'on s'attend à entendre quand on parle gravel, quoi. Ouais, non, c'est ça, là, c'était tout simplement une course rousse, c'était une classique belge, hein. Il y avait je ne sais combien de Belges, je ne sais combien de Néerlandais au départ, et on était 270, on va dire élite au départ, appelés et placés en grille, donc ce qui faisait que, forcément, comme j'avais pas beaucoup de points, j'avais fait qu'une seule course avant, je suis parti, je crois, mon dossard, c'était 170 et je n'ai jamais vu la tête de course de la journée. C'était chute sur chute, parce que mine de rien 270, il y a pas que des professionnels, il y a un peu de tout. Il y avait aussi, je sais pas, une équipe, de j'en sais rien, d'Équateur ou de des mecs qui savent pas forcément faire de vélo comme on a l'habitude en Europe, et donc ce qui rend aussi la course dangereuse. Et après ça roulait excessivement vite aussi en termes de valeur de watts, assez impressionnant, sur du tout plat, c'était vraiment des valeurs hautes. Donc voilà, c'était une expérience où j'ai pas pris énormément de plaisir. Après voilà, c'est bon à prendre, j'ai été toute la course pour la 19 ou 20e place et puis ensuite à 5 bornes de la fin, il y a le peloton principal qui est rentré sur nous. Donc j'ai pas fait une course dégueulasse, j'étais pas dans une forme, non plus mauvaise. J'étais pas mauvais, mais après voilà, c'est arrivé au massif, j'ai laissé filer. La place est anecdotique, mais l'expérience est bonne à prendre. Et après, je crois que l'objectif, on va dire à long terme, ça serait éventuellement les mondiaux en 2027 Ah en bah oui, France. bien sûr. Je crois que le sélectionneur, son but, c'était de constituer un premier groupe cette année pour pouvoir bosser l'année prochaine et avoir une équipe compétitive au mondial 2027. Donc, qui va se dérouler dans les Alpes, pour le coup, pas très loin de chez moi, et avec là, ce coup-ci, du dénivelé et un parcours qui risque de me convenir beaucoup mieux à mes qualités et à ce que j'aime. Donc, pourquoi pas rester dans la filière gravel, mais sans en faire d'objectifs principaux, on va dire l'année prochaine. OK, donc on le garde dans un coin de la tête quand même. Exactement, Ouais, mes priorités à la route, du coup. exactement. Du coup, revenons à la route. Donc, cette saison, tu as avalé la bagatelle de 5 200 km en compétition contre presque 14 000 en 2024. On sait que cet écart est dû à l'absence de grand tour et surtout à une maladie que tu as traînée durant tout le printemps. Mais malgré tout, est-ce que ça t'a fait du bien de moins rouler et de ne pas être au four et au moulin comme en 2024? Alors, bon, la question est à deux tranchants parce que quoi qu'il arrive, même si j'avais fait une saison pleine, j'aurais forcément eu moins de kilomètres. Je pense dû au nombre de courses disponibles, à la taille des courses par étapes également hem, parce que ouais, en 2024, je dois avoir 90 jours de course. J'étais je crois dans le top 3 des coureurs qui ont le plus couru en 2024. Donc forcément, les jours de course à 42 de moyenne, sur 200 bornes, ça fait monter Ouais. les kilomètres rapidement, et du coup à la maison, j'avais à m'entretenir, mais sans m'entraîner spécialement. Donc là, cette année, on était parti sur du coup un peu plus l'inverse, des entraînements plus qualitatifs pour arriver performant sur certains jours de course. J'avais réussi un début de saison plutôt correct avant ma maladie, et du coup, j'ai dû couper environ,
j'ai coupé 3 mois, on va dire, sans compétition, mais pas sans m'entraîner, bien sûr, parce que j'ai Ouais, continué à rouler. J'ai essayé de chercher des solutions entre, allier entraînement et comment me soigner. Donc, comme j'ai su tardivement ce que j'avais, j'ai fait aussi des erreurs à vouloir rouler trop vite, à continuer, mais quand on n'a pas un bilan médical, défini, c'est super dur à savoir. On peut pas se permettre d'arrêter 3 mois complet le vélo, c'est pas non plus, sinon pour revenir, c'est impossible. Donc j'ai essayé de jauger, ce qui m'a fait beaucoup moins de kilomètres sur la période où justement il y avait l'enchaînement avril, mai, juin avec énormément de courses. Donc j'ai pas beaucoup de jours cette année, j'ai je pense 3 fois moins que l'année dernière ouais. et donc voilà, ce qui fait un kilométrage, final, bien moindre, mais bon, c'est pas c'est pas sans soi quand on a fait 4 saisons comme j'ai fait avant et là avec des entraînements qualitatifs ça va revenir et l'année prochaine, ça m'empêchera pas, je pense, d'être compétitif donc voilà. Ouais, bien sûr. Non, je posais pas la question dans Non, le non, sens où c'est moins compétitif, c'était juste que vraiment il y a un écart qui est abyssal. Et voilà, ouais. comment toi ça faisait réagir ton corps. Mais tu as très bien répondu et on reviendra un peu plus tard justement sur la maladie que tu as traîné une bonne partie de la saison. Mais avant ça, je voudrais compléter ma question parce que dans la précédente question, j'ai dit que tu n'avais pas pris part en Grand Tour en 2025 et ce pour une bonne et simple raison. Tu as quitté Cofidis, du moins tu as été peut-être forcé à quitter Cofidis et tu es arrivé chez Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93. Comment s'est passé du coup le départ de Cofidis et ton arrivée chez Saint-Michel? Bah, alors déjà, ouais, j'ai pas été conservé par Cofidis, c'était pas un choix de ma part. Il y a eu une sorte de grand ménage un peu l'année dernière, j'y suis passé avec, j'y ai pas échappé. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 11 ou 12 coureurs, 11 ou 12 coureurs qui sont partis, donc soit quasiment la moitié de l'effectif. 3 entraîneurs, 2 nutritionnistes, du staff. Donc en fait, il y a eu un grand ménage de fait pour la dernière année de sélection en World Tour, on va dire. Sélection, c'est pas vraiment le bon mot, mais la dernière année des 3 ans, obligatoires pour être conservé en World Tour. Donc je pense que le manager a fait un choix de miser sur un renouveau complet et puis, et puis avec un peu de chance, on ne sait jamais si ça passe sur un malentendu, éventuellement être conservé en World Tour. Donc ça n'a pas marché, mais mais moi en tout cas j'ai bien été viré. Et donc, il a fallu, bah, se poser déjà les bonnes questions parce que je n'ai encore à l'heure actuelle jamais eu d'appel, me disant que je n'étais pas conservé. Ouais, ok. Mais voilà, en fait, dans le cyclisme actuel, on reçoit une lettre, tout le monde reçoit une lettre au 15 septembre. S'il n'est pas encore prolongé à cette date-là, reçoit une lettre comme quoi, il n'est probablement pas conservé. Mais, on peut recevoir cette lettre et re-signer après, dans le mois d'après. C'est pas donc voilà. Donc j'ai reçu cette lettre, mais après jamais personne, n'a pris le téléphone pour m'appeler et me dire, «Tu pas gardé». Bon, je le savais, hein, on n'est pas stupide non plus, mais du coup officiellement, je le sais toujours pas, j'attends. On Ouais, sait pas, c'est peut-être cet hiver. Heu, non, du coup, voilà, forcément, on sait bien qu'on n'est pas réinvité au stage de pré-saison, tout ça et donc après, bah, il y a des questions qui se posent, c'est, est-ce que j'ai envie de continuer à faire du vélo? Est-ce que j'ai été viré parce que j'avais pas un niveau suffisant? Et du coup, ben, voilà, faut aussi se remettre en question, passer pro, c'est dur, faire du cyclisme en amateur, c'est dur. Rester chez les pros, c'est encore plus dur, donc tout le monde n'a pas non plus le moteur et les moyens nécessaires pour y rester. Mais moi, voilà, j'aime vraiment ce que je fais, j'adore, c'est une passion et c'est un métier que j'aimerais perdurer le plus longtemps possible et donc j'ai eu beaucoup de discussions, j'ai eu quelques soucis aussi, d'agent. Mon agent a arrêté en cours de saison aussi, ce qui m'a pas aidé, c'était vraiment bon. Il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu du mal à retrouver une équipe. Et puis finalement, il y a Aubert enfin Saint-Michel pardon, Préférence Home qui m'a contacté assez tardivement. J'ai pas la date, mais c'était au moins fin septembre, début octobre. ça fait très tard, Heu, effectivement. c'est très tard, mais il leur restait une place pour un grimpeur, tout simplement parce qu'il voulait aussi, que tout ne repose pas sur les épaules d'un seul homme, sur les courses difficiles.
Et donc voilà, il se trouve que j'avais quelques contacts parce qu'on a un DS, Léo Peters, qui est sur Chambéry aussi. Donc ça m'est arrivé de rouler avec lui. Je connaissais bien son frère Nance Peters aussi, avec qui je m'entraînais. Donc voilà, on a créé une bonne relation. J'ai une vision avec l'équipe. Le projet était cohérent. Et puis, même si moi, de toute base, la Continentale ne m'intéressait pas, pas par, pas parce que c'est la division en dessous, mais vraiment pour le calendrier de course, Ouais, qui je qui me comprends. convient moins en tant que pur grimpeur. Je me suis vraiment posé des questions, en fait, si ce calendrier-là allait pouvoir, enfin, est-ce que j'allais pouvoir, performer, allais pouvoir m'épanouir avec ce calendrier-là? Et au final, la réponse est oui, après 1 an, c'est possible. On a des belles courses. Mais ça, j'en avais un doute parce que chez Cofidis, j'ai fait essentiellement des courses World Tour montagneuses, donc avec des rythmes totalement différents et je n'ai pas eu beaucoup ma carte, même pas du tout ma carte pour m'exprimer, donc je savais pas trop où j'en étais. Et donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure avec eux et je me suis servi de cette rage, de cette motivation pour essayer de faire au mieux la saison, voilà, et puis honorer les couleurs. Exactement. Mais du coup, je te propose qu'on débute cette saison avec Saint-Michel Préférence Homme, Aubert 93. C'est super long à dire. Donc je dirais Saint-Michel, Aubert Préférence Homme, au moins tout le monde aura compris. Voilà. Donc 2025 commence sous de très bonnes augures, puisque pour ta rentrée, tu prends la 9e place de la Classica Camp des Morvedre en Espagne. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça marche d'entrée de jeu, à faire un bon résultat? Ouais, c'était déjà un objectif, enfin pas cette course-là en particulier, mais le début de saison. Cette course-là, elle a été rajoutée assez tardivement parce qu'elle était nouvelle au calendrier. Ça. Heu, Avant, je crois que c'était une course amateur ou junior qui existait, mais la classe 2 est sortie vraiment en début d'année et comme on devait faire le lendemain Castellón, qui est une belle classe 1 réputée maintenant, Castellón et Valence, ils ont décidé de la rajouter au programme. Donc on s'est lancé dessus, et on fait du coup, je crois que Nicolas fait deuxième et moi je fais neuvième. Donc on a fait une super course d'équipe, voilà. Pour débuter, c'est toujours bien, même si c'est une classe 2, ça fait du bien à la tête. On arrive à se jauger, savoir à peu près, où on en est. On sortait d'un bon stage de préparation, donc oui, sur une classe 2, je pense que c'est une place que je devais faire, en fait. C'était même pas attendu ou pas, c'est je devais la faire. C'était comme ça, sinon ça veut dire que j'avais mal préparé mon affaire, ouais. Mmh. Ok, on comprend. Ensuite, évoquons maintenant ta rentrée en France. Donc, tu arrives comme de nombreux coureurs sur le Grand Prix de la Marseillaise et tu es dans le groupe qui rattrape les échappés Vauquelin, Sexas, Laurence, Axel Laurence. Comment s'est passé ce final? As-tu fait partie de ceux qui ont tracté le peloton pour revenir à l'avant? Ouais, en partie. Alors, on avait défini différents plans de route parce que la route des crêtes, en fait, il y a quelque temps, la route des crêtes, c'était une vraie sélection. Il y avait, 10-15 hommes solides au sommet. Et maintenant, en fait, avec les années, le niveau se régule. Ça monte de plus en plus vite, mais il y a toujours plus de mecs au sommet. Donc là, bon, j'ai attaqué très mal placé la route des crêtes, vraiment je pense dans les 20 derniers. La descente d'avant était un peu macabre. Je me suis fait prendre dans deux trois accrochages et cetera. Je suis reparti loin et au sommet, je suis dans les 10 premiers, je pense, dans le premier groupe derrière les échappés, parce qu'il y avait un Sexas, monstrueux avec, bah, Axel Laurent, c'est des grands noms du vélo. Et eux, on l'a attaqué probablement bien placé. Donc on arrive derrière, j'étais avec Nicolas Broyard seulement. Et ensuite, un groupe plus conséquent est rentré sur nous, c'est la Gineste qui est après, peut-être? Dans le Ouais. dernier col. Dans le dernier col, dans la Gineste, il y a 20 ou 25 mecs qui sont rentrés. Et du coup, le plan a un peu changé parce que j'aurais pu jouer ma carte. Et on a vu le retour de Luca Beneteau, qui est un jeune coureur de chez nous, mais qui a de temps en temps une belle petite pointe de vitesse. Ouais. Même si la Marseillaise se joue plus à la fraîcheur, le directeur sportif a décidé de faire confiance à un peu sa pointe de vitesse. Donc je me suis mis à la barre dans la Gineste, dans la descente et jusqu'à 1 kilomètre, j'ai roulé avec Alexis Brunel là, qui roulait pour Alexandre Delettre. Ouais, le tracteur. Le tracteur, donc j'ai tracté avec le tracteur et voilà. Et Benjamin Thomas aussi, je crois, qui a roulé d'ailleurs pour Valentin Ferron, qui a conclu. Donc on est parvenu à rentrer sur l'échappée, mais malheureusement, voilà, derrière, on n'a pas fait de super résultats. Mais il me semble première équipe au classement, pour la Marseillaise. Pour une continentale, pas mal. C'est bien. Ouais, franchement, Ouais, c'est c'est bien. bien. Pour la Ouais, Marseillaise, ou quand tu pas mal. regardes le palmarès, Ouais, franchement, c'est ça.
c'est ça. Donc, on a fait une belle course collective avec le manque de résultats, mais voilà, donc c'était encourageant, la forme était là. Je suis passé de 120e à 10e au sommet, c'est que la forme était Ouais. plutôt pas mal. Effectivement, les jambes répondent bien. Et en parlant, donc, tu l'as très justement évoqué, d'un garçon qui a les jambes qui répondent bien, ben, tu as côtoyé Paul Sexas ce jour-là. Tu l'as vu à l'œuvre et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est encore plus impressionnant de le voir en vrai qu'à la télé? Hem, non, pas spécialement. Moi, ça me l'a pas je pense pas que c'était le Paul Sexas qu'on a en tête, au Dauphiné ou sur les Europes. Ouais, Je pense qu'il a passé un cap aussi en cours de saison. Je pense qu'un Paul Sexas avec le niveau des Europes, il était tout seul au sommet de la Route des Crêtes et il allait gagner en solitaire. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas, il y a des circonstances de course, il y a 15 bornes de vent de face ensuite, mais un Paul Sexas aussi fort que Europe, il y avait personne sur la Marseillaise qui était capable de le suivre. Donc je pense qu'il a grandi aussi, il a évolué, il a appris des courses qu'il a faites, durant la saison et il s'est bonifié avec le temps et la bonne préparation. Donc moi, quand je le côtoyais la Marseillaise, c'était un mec très fort, on le savait, on s'y attendait, mais je pense que le Paul Sexas d'aujourd'hui est bien plus fort que ce qu'il était, ouais. ouais, effectivement. Et il a que 19 ans, encore une fois, c'est Ouais. magnifique à dire. Donc après Marseille, direction le Gard pour l'Étoile de Bessèges, une édition très cocasse marquée par une grève quasi générale des coureurs. Donc trois quarts du peloton a décidé de quitter la course pour protester contre le manque de sécurité. Euh, Toi, il me semble que tu n'avais pas forcément compris la décision qui a été prise par la majorité des équipes, si je ne me trompe pas. Personnellement, je peux le comprendre. Après, on a des intérêts différents en fonction des équipes et vis-à-vis des organisateurs. Nous, c'est notre gagne-pain, en fait, les courses en France, c'est ce qui nous fait courir, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait montrer, c'est ce qui fait montrer le sponsor, vu qu'on est une continentale française et sponsor français, on a besoin de ces courses-là. On a besoin et pour courir, ouais, et pour le partenaire également. Donc l'équipe en général, ça aurait pas été, le bienvenu de quitter la course pour nous et en fait, on se retrouve face à des coureurs, d'ailleurs avec un peloton monstrueux à ce Bessèges, enfin, de Ouais, plus en plus tous les ans, mais incroyable. c'était le plateau de Paris-Nice, clairement. C'était une préparation Paris-Nice et c'était réellement les mêmes coureurs. Donc on avait un peloton World Tour avec des mecs de Trek ou de Ineos qui ont vraiment rien à faire d'une course qui pour eux est probablement l'une des courses les plus petites de l'année. Donc en fait pour eux qui quittent la course au bout de 2, 3 ou 4 jours, c'est vraiment pareil. Hem, la sécurité c'est important. Moi de moi-même, j'aurais peut-être éventuellement neutralisé une étape. Mais pas de là à quitter la course et pas repartir le lendemain, c'est pas décent. On peut le faire si vraiment on se sent en danger. Les organisateurs avaient été toujours la première étape, c'est toujours pareil, il y a toujours beaucoup de camions, beaucoup de voitures, c'est vraiment dangereux pour le coup, c'est affolant, ça roule à 50 à l'heure, on se prend des voitures en face, c'est très risqué et pour nous et pour tout le monde, hein. Pour l'assurance de la course, c'est pas mieux et ça a continué les 3 jours d'après, quoi. C'est vrai que c'était par moments assez chaud. Après, on en a vu d'autres, on en verra d'autres et en World Tour, il y en a aussi, en fait, c'est vraiment ça. Ces mecs-là n'auraient pas eu le courage de le faire sur un Tour de Catalogne, alors qu'un Tour de Catalogne, il y a des voitures aussi, quand tu arrives dans Barcelone, il y a des voitures partout, hein, c'est pareil. Mais c'est juste qu'eux, c'est leur gagne-pain et nous, c'est ces courses-là, donc ils se sont permis de le faire là et ils le feront pas ailleurs, donc moi, j'ai fait des Giro avec des avec des voitures et des manifestants au milieu de la route et plein de choses, ils disent rien. Donc Ouais, voilà. C'était un choix de rester, un choix d'équipe, un choix perso aussi, parce que je serais resté par moi-même et après, ça arrangeait aussi les mecs dans le sens où on a eu une météo vraiment catastrophique et c'est je vrai. pense qu'il y en a beaucoup qui avaient la pensée, s'il faisait 20 degrés soleil, il y en a beaucoup d'équipes qui seraient pas parties, qui seraient reparties, pardon. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison, le temps était dégueulasse. J'ai cru qu'il allait neiger sur le Mont Bouquet le lendemain. Heu, il a neigé, Oui, c'est vrai, il a neigé, tu as raison, il il a a neigé. neigé. Ça a fondu, on l'a pas vu à la télé, mais il a neigé. Ah, c'est ça. Donc, te concernant et concernant donc la Saint-Michel, tu l'as très justement dit, vous restez en course et ça se solde par une magnifique seconde place de ta part au Mont Bouquet, presque sous la neige. Du coup, raconte-nous un peu cette journée, le jour d'après.
Le jour d'après, donc jour d'après dantesque, vraiment dantesque, ça fait partie des ça a pas été la plus froide de ma vie, mais parce que parce que j'en ai vu quelques-unes vraiment vraiment à la limite. Mais bon, une journée, c'est de la pluie à torrent vraiment pendant l'étape a été écourtée, je pense que ça devait faire 170, on a fini avec 120 bornes peut-être. Mais bon, 120 bornes, ça reste 3 heures 30 sous des trompes d'eau et 3-4 degrés. Pour ceux qui ont déjà essayé l'expérience, je recommande pas, hein, c'est pas vraiment à faire. C'est-à-dire que même avec tous les kawaii du monde, avec tous les gants que tu veux, avec tout le Gore-Tex, avec tout ce que tu veux, l'eau elle rentre, tu froid, tu es dans le peloton, dans les roues. Il y a s'entraîner tout seul sous la pluie, on peut se réchauffer, mais quand on est en plein peloton avec les projections d'eau qui nous arrivent dessus en permanence, plus la pluie, plus le fait des fois d'avoir le phénomène d'aspiration et de ne pas pouvoir pédaler, ça glace totalement. Donc voilà, ils ont écourté un peu l'étape sur les parties pleines, roulantes, et après on est vite arrivé dans les gorges un petit peu. Je sais pas trop ce que c'est comme massif là-bas, mais Les où c'est Cévennes. les Cévennes, ouais, c'est ça, c'est le début des Cévennes, ouais. Massif des Cévennes, donc là, ça commence à monter un peu plus, à être un peu plus à l'abri du vent aussi, donc on s'est réchauffé dans les 40 derniers kilomètres pour arriver à la montée finale, mythique, on va dire, de Bessèges, donc le mont Bouquet. Et déjà dans la descente d'avant, il y a eu une petite sélection de fête. Au pied du Mont Bouquet, on était peut-être plus que 35-40 à cause de la pluie, les mecs glacés, les virages, etc. Et ensuite, fallait réussir à appuyer sur les pédales parce que quand on est glacé, des fois, ça veut Ouais. pas. Le corps veut pas. Moi, par chance, c'est des conditions. Je peux pas dire que j'aime bien parce que personne n'aime être glacé, mais j'ai pas de. Je vais pas perdre de puissance par 25 degrés ou par -4, quoi. Je vais être à peu près pareil, j'arrive à ressortir mes puissances pareil sous toutes conditions. Et ce jour-là, ça m'a bien servi, voilà. Donc on était un peloton très hétérogène, mais avec quand même, je veux dire, le top 15 relativement solide, et c'était pas gagné d'avance, même si on avait un peloton réduit. Sachant que la plupart des équipes qui étaient parties, c'était pas forcément des grimpeurs, ça aurait probablement été à peu près les mêmes coureurs à 5-10 mecs près. Et Ouais. donc, Bon, Maxime Van Gils, mais en théorie, tu as raison, il n'y avait pas beaucoup de grimpeurs sur cette édition. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, il y aurait toujours eu Mads Pedersen parce que lui, il Oui, fait tout. Mais hormis Mads, il y avait tout Lidl Trek n'était pas là, tout Ineos n'était pas là. Ça n'aurait pas changé énormément le résultat. Évidemment, évidemment, je peux pas dire que j'aurais fait deuxième, c'est faux. Il y aurait eu des mecs plus forts. Mais voilà, ce jour-là, je suis tombé sur un Vauclin plus fort, et derrière, on a fait une course collective vraiment incroyable parce que on a eu un Théo Delacroix vraiment fort. Il m'impressionne toujours toutes ces conditions-là. Il nous a mis un tempo dès le pied d'entrée de jeu. Il a fait au moins les 2 premiers kilomètres à lui tout seul. Derrière, on s'est fait contrer par Vauclin, qui était l'homme à abattre du jour. Arkea avait roulé toute la journée pour lui, et ils ont eu raison de le faire. Et derrière, avec Nicolas Broyard, on essayait de se débrouiller pour essayer de le rattraper. Donc voilà, on a fait notre course, c'était chacun pour soi à la fin, de manière dans les pentes à 15% du Mont Bouquet par 4 degrés, c'est chacun pour soi. Et donc on fait 2 et 3 de l'étape. Voilà. ouais, franchement, Mais top. oui, bien, mais voilà, avec un Vauclin qui était vraiment au-dessus de nous. Et donc voilà, ça s'est conclu par des belles places au général aussi. J'ai plus la place de Nicolas en tête, mais peut-être 6 ou 7, et puis moi 8 ou 9, je sais plus, mais C'est voilà, ça, donc ouais. Pour le général, ouais, alors attends, je vais noter. Toi, tu es neuvième au général, Nicolas Broyard est sixième et Théo Delacroix onzième. ouais, voilà, donc un beau tir groupé, et pour nous, c'était encore une très belle réussite. Je pense qu'on fait premier par équipe de Bessèges aussi, donc c'est vraiment top, quoi. On a fait 2 courses de rentrée qui étaient très performantes. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, même ce jour-là, au Mont Bouquet, c'est ma prochaine question, tu termines devant un certain Dylan Tuns. Et tu en as très justement parlé au début, voilà, du podcast. Tuns fait partie de ces coureurs qui ont été recrutés par l'ancienne direction de la Cofidis et qui sont venus du coup prendre ta place. C'était une petite victoire pour toi quand même de devancer un des coureurs qui t'a remplacé. Alors, je peux pas dire que Dylan Teuns m'a remplacé, on fait quand même pas partie de la même catégorie de coureurs, dans le sens où c'est quand même un champion. Il a des victoires à son palmarès, il a des victoires monstrueuses en World Tour, et cetera.
C'est plus pour le Euh, symbole que je veux dire ça, tu vois. Il fait partie. Maintenant, oui, pour le symbole d'avoir fait devant Cofidis, devant Total Energy, devant voilà, c'est des équipes qui auraient pu me garder ou me prendre. Ils l'ont pas fait. C'était leur choix. Et oui, effectivement, finir devant, c'était vraiment symbolique. Après, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est Anthony Perez à l'arrivée, voilà, qui a fait toute sa carrière à Cofidis et qui a été un peu mon mentor durant mes 4 ans chez Cofidis, parce que c'était un ancien et que c'est un blagueur, c'est un mec marrant, mais qui derrière donne aussi des conseils et qui m'a appris à faire du vélo, on va dire. Et à l'arrivée, il vient me saluer, il vient me prendre dans ses bras et me dit franchement, bravo pour ce que tu as fait, bravo gamin, c'est bien, tu leur montres que quand tu as ta chance, tu peux y arriver. Et ça a été un plus beau cadeau que Dylan Tuns en soi. Ça arrivera probablement d'autres fois, j'espère. Mais oui, voilà. C'était plus cette symbolique-là. Ouais. Ok, je comprends. Ouais. Belle leçon d'humanité de la part de notre Toulousain, Eh ouais, désormais retraité. c'est ça. Bon, mais du coup, mais derrière ce résultat, on va dire référence pour toi, se cache en réalité un cadeau empoisonné. À partir de ce moment-là, tu vas tomber longuement malade puisque tu es victime du, alors je m'excuse déjà pour la prononciation, cytomégalovirus. Donc déjà, est-ce que tu penses l'avoir attrapé à Bessèges, si ça peut s'attraper comme ça, notamment lors de la grève, où, comme on l'a dit, vous êtes arrêté en plein froid, puis repartir, donc ça peut choquer l'organisme. Et ensuite, décris-nous exactement ce que ça fait sur ton corps. Ouais. Alors, oui, j'en déduis vraiment que c'est venu de là. Enfin, ça paraît vraiment logique. On a passé 2 journées en enfer dans un froid glacial et s'arrêter le premier jour pour les raisons de grève et passer de trembler sur le vélo pendant 3 heures à des conditions pas possibles, à ne pas pouvoir manger, à ne rien faire tellement on était congelés. Heu et en fait, j'ai eu un combo. J'ai pas eu que le cytomégalovirus, j'ai ce qu'on appelle une candidose que j'ai encore à l'heure actuelle. C'est un candida, donc un candida, c'est un champignon dans l'organisme, Ok, dans le système digestif, qui, mange certains sucres rapides. Donc forcément pour ce qu'on ingurgite sur le vélo et cetera, c'est vraiment pas l'idéal. Et en fait, de ce qu'on pense, c'est que la candidose se chope, souvent dans les eaux sales. ok. Voilà, dans les eaux sales. Donc par exemple, on peut choper une candidose, dans un pays, reculé en Afrique ou je ne sais où, si on n'a pas fait attention, dans les eaux sales. Et il se trouve forcément que sur une course de vélo, on traverse des champs, donc il y a des pesticides, il y a des bousses de vache, il y a du gasoil sur la route, il y a tout ce qu'on veut. Et en fait, par ces temps-là, quand il fait vraiment un temps exécrable, et ben, l'eau remonte, ça remonte évidemment toutes les saletés, toutes les impuretés, et toute la journée, on en avale avec les roues du peloton, etc. Euh, il se trouve qu'il y a, je pense, le lendemain au chrono, peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais il y a bien 15-20 mecs qui sont pas partis le lendemain chrono parce qu'ils ont vomi toute la nuit. Nous, dans l'équipe, on en a eu 2. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a agi peut-être 4-5 jours après. Mais bon, je me suis dit, c'est tout simplement un. Voilà, j'ai chopé un rhume ou une petite gastro, quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est pas grave, ça va passer. Et puis, dans 10 jours, une semaine, c'est reparti, quoi. Et il se trouve que ce truc-là a pu déclencher, selon nombreux médecins que j'ai pu voir, a pu déclencher ce cytomégalovirus. Ok, En fait, le cytomégalovirus, du coup, c'est une forme de mononucléose. ok, Euh, d'accord. Ouais, comment? c'est chaud en vrai, ouais. Ouais, ouais, c'est chaud, c'est ça. C'est exactement ce qu'a eu Christophe Laporte cette année. Mais en fait, a priori, on a tous le cytomégalovirus en nous. Et après, c'est où ça se déclenche ou ça se déclenche pas, en fonction. D'accord. Et souvent, c'est dû à des chocs. Vraiment, ça peut être des chocs thermiques, ça peut être ouais, des maladies fortes. Donc ce jour-là, enfin, j'ai mis quelques semaines avant de trouver ce que c'était. Et le cytomégalovirus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir quand ça s'arrête. C'est assez fou. Pour citer Christophe, il était contrôlé positif à ça en décembre. Il est revenu compétition qu'en août. C'est impressionnant. Ça lui a Ouais. tenu 8 ou 9 mois. Moi, ça m'a tenu 2 mois, ce truc-là. 2 mois après, j'avais déjà les traces d'anticorps
Donc j'avais des anticorps très, très hauts, ce qui me faisait dire que je l'avais eu, mais c'était déjà fini. Donc quelque Ok. part, j'ai eu la chance dans mon malheur parce que ça peut durer aussi bien 2 ans, que voire même toute une vie. Il y a des gens qui sont fatigués à vie avec ça. Donc ça ajoute énormément de fatigue, énormément de stress, on peut pas s'entraîner, on dort tout le temps, donc c'est vraiment pas simple et en plus de ça, la candidose qui faisait que sur le vélo, je pouvais pas ingurgiter suffisamment de glucides et que derrière, ben, j'avais une récupération musculaire, 0, j'avais des jambes, c'était 2 bouts de bois, vraiment compliqué. Donc voilà, je suis parti sur cette maladie, qui m'a tenu jusqu'au mois de juin. Voilà. Ouais, exactement. Et la prochaine question, c'était par rapport à ça, justement. Tu mets un certain nombre de. Enfin, tu mets un certain temps à t'en rendre compte, où tu participes par exemple à la Classique VAR, autour des Alpes-Maritimes, la Drôme et l'Ardèche Classique, et puis ça enchaîne avec cette grosse coupure. Du coup, je suppose que tu as su assez tard, malheureusement, ce que tu avais, sinon tu aurais coupé plus tôt. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Après, ça fait partie des différences qu'il y a entre le World Tour et les équipes continentales. Ça fait partie forcément du pack global, du budget, du staff médical. Le staff médical, on n'en a pas énormément. On a un médecin référent qui doit faire, l'équipe homme, l'équipe femme. Ouais. Donc Oui, voilà. il faut le signaler pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Saint-Michel. Il y a une équipe féminine aussi, donc c'est vrai qu'il y a 2 fois plus d'effectifs. En termes de Exactement, coupure. voilà, en termes de coureurs, donc ça fait une vingtaine, 25 coureurs à s'occuper à lui tout seul. Probablement qu'il en a beaucoup et après pour ce que j'avais, c'était tellement un truc particulier qu'en fait, il faut être un spécialiste dans le domaine de, on va dire de l'intestin, de la microbiote. Heu, donc au début, forcément, j'ai commencé dès la semaine d'après à faire des prises de sang, mais prises de sang classiques comme monsieur tout le monde, qui indiquaient une infection quelque part. Donc ça a commencé comme ça, mais bon, une infection, ça peut être une infection de, j'en sais rien, une petite bronchite, ça peut être quelque chose comme ça. J'avais un indicateur qui indiquait que mon corps luttait contre quelque chose, mais voilà, ça aurait pu être une maladie banale et que, 2 semaines après, c'était reparti. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, donc j'ai dû chercher, donc j'ai été suivi un peu sur le début par le médecin de l'équipe, puis après j'ai vite été livré à moi-même. Hem, je me suis battu par moi-même, hein. J'ai tout fait, j'ai retourné, toutes les solutions que j'avais pour trouver. J'ai été à l'étranger, j'ai été voir, toutes sortes de médecins, hein, que ce soit, j'ai fait des scanners pour voir qu'est-ce qui était infecté, donc on voyait bien que tout mon système digestif était inflammé, mais ça c'était dû à la candidose et ensuite j'ai trouvé 2 médecins qui m'ont vraiment bien aidé, si je peux les citer parce que je sais que j'ai eu quelques messages, à propos de ça, parce que je suis pas un cas isolé, je pense que ça existe. J'ai été voir un micronutritionniste en Suisse, qui s'appelle Denis Richer, qui a déjà travaillé avec la FDJ, avec AG2R, qui a toujours gardé un petit lien avec le vélo, même si à l'heure actuelle, il a son cabinet, il est sorti du milieu pro, mais il sait ce que c'est, donc il m'a vraiment bien aiguillé. Hem Et ensuite, j'ai vu un autre médecin, bah, que je peux pas citer, mais d'une autre équipe, professionnelle, qui habite pas très loin de chez moi et qui m'a vraiment aidé, qui est professeur, en université, justement sur tout ce qui est microbiote intestinal et cetera et qui a lui-même ce problème-là, car il est sportif. Donc là, les 2 combinés ont fait que j'ai trouvé une solution, pour pouvoir, reprendre l'entraînement et recourir, en juin et voilà. À l'heure actuelle, j'ai toujours la cantidose, donc j'ai on va dire un régime alimentaire, enfin, je dois pas manger, par exemple, de lactose, tout ce qui est aliments fermentés, c'est pas possible pour ça. Et après, j'ai des cures de probiotiques, des choses comme ça, à l'heure actuelle encore à continuer si je veux perdurer et ne pas que la bactérie, en fait, regonfle et me repénalise, ouais. Donc voilà. Et comment tu as senti que tu reprenais le dessus? Hem, Bah, c'est une bonne question. J'ai recommencé à faire des entraînements potables et puis ne plus avoir, mes problèmes de jambes en béton à l'arrivée. J'arrivais à enchaîner les séances,
Voilà, mais ce qui était assez fou, c'était le timing que Monsieur Richer m'avait donné je sais pas quand j'étais le voir, avril peut-être. Il m'avait dit la première quinzaine de juin, tu seras en compétition, et c'était le cas, quoi. C'était vraiment assez impressionnant. J'y croyais pas trop parce que bah, tu sais pas. Et un mois et demi, quand tu vois les copains courir et que tu sais pas ce que tu as et que tu avances pas sur ton problème, c'est très très long. Donc, j'ai pas vécu un printemps de rêve, c'était plutôt compliqué. Mais, quand j'ai repris à faire des entraînements progressifs, on a vite vu avec l'entraîneur que et cardiaquement et les watts étaient plutôt cohérentes, et cetera, de plus en plus cohérentes, et que je retrouvais un niveau potable pour pouvoir courir, donc voilà. Et est-ce que justement, tu as eu peur aussi pour ton avenir pendant cette période? Parce que comme tu avais signé un contrat sur un an, tu avais envie de faire des preuves, et là, du coup, on te coupe l'herbe sous les pieds, comme tu dis, dans un calendrier qui est moindre que si tu étais en World Tour. Ouais, 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 c'est sûr. Bah, c'est sûr, j'ai pensé à toute option, hein. Je pense qu'il y a des jours où je me suis dit: «Ça va être fini», on sait pas. Bon, après, on passe par toute phase, hein, forcément. En 4 mois, c'est long, c'est long. Et après, moi, j'avais un 2e objectif. J'avais le début de saison qui était important, et puis ensuite le milieu avec les classiques, dans le Jura et dans le Doubs, là, qui sont vraiment 3 belles journées et parfaites pour moi. C'est des courses que j'affectionne particulièrement, et j'avais envie d'y performer. Donc j'ai même pas pu prendre le départ, et donc forcément, voilà, tu suis les copains à la télé, résultat un peu, et c'est des phases pas faciles à vivre aussi. En parallèle, il y a le Giro, une course que j'ai pu faire les 2 années d'avant et que j'affectionnais en particulier. Donc tu allumes la télé et tu dis: «Ah», et moi je suis dans mon canapé à pouvoir rien faire. Hem, donc ouais, j'y réfléchis à l'avenir. Après, il fallait rester un minimum positif si on voulait rebondir, donc voilà, ça Bien l'a sûr, fait. exactement. Mais comme tu dis, ça l'a fait parce que du coup, tu reprends ta saison sous la chaleur accablante de l'Aveyron à l'occasion de la route d'Occitanie. Déjà, ça fait quoi de rouler dans le plus beau département du monde? Alors ça reste à voir parce que je pense que tu es jamais venu en Savoie, ça c'est sûr. Heu, Parce que là, je suis au paradis, tu vois? Là, j'ai vu sur le paradis, tu as pas idée comment c'est beau. Je me régale. Bref, Ouais, l'Aveyron, ouais, non, l'Aveyron trop chaud, hein. Déjà, ils mettent un chrono à l'endroit le plus chaud du monde, là, il faisait au moins 58 degrés là, dans le creux, et un chrono de 10 bornes horrible avec une montée, un espèce de faux plat montant et du goudron qui fond, là, c'était pas la joie à l'Aveyron. non, c'était atroce, franchement. J'avais fait une compilation des coureurs à l'arrivée qui étaient pâles comme des cachets d'aspirine. Franchement, j'étais Ouais, bien mieux avec mon appareil photo que vous sur le ouais. vélo. Franchement, là, je vous ai vraiment plaint. Comme tu l'as dit, après le froid à Bessèges, là, vraiment, c'était l'autre extrême. C'était trop, c'était trop. Ah, c'est ça, c'était trop. Bah, c'est c'est ce qui rend aussi notre sport l'un des plus durs, c'est qu'on passe vraiment par tout temps, de toute saison, et qu'il faut y aller, quoi. Quoi qu'il arrive, il faut se mettre à fond, et il faut savoir s'acclimater à n'importe quel temps, quoi. Mais bon, non, non, mais là, c'était une belle course en règle générale. Voilà, il y a eu le chrono qui était très chaud, et pas très, très approprié pour moi. Après, il y a eu 3 belles étapes vraiment incroyables dans les Pyrénées, et voilà, ouais, ouais, c'était bien. Mais est-ce que tu avais de l'appréhension à remettre un dossard après autant d'absence, après autant de doutes, ou pas du tout? Alors, j'avais déjà couru juste avant en Suisse, une 1re course qui s'appelle Argovie, là, canton Oui, d'Argovie. le Grand Prix du canton de Hem, Vaud. voilà, donc en fait, c'est plutôt difficile de reprendre là-dessus parce que c'est une course en circuit. Il faisait 41-42 degrés aussi. Je l'avais déjà fait par le passé avec Cofidis, et c'est vraiment une course où en fait, c'est une montée, une descente sur un circuit en pleine chaleur avec des mecs qui filent au Tour de Suisse, 3 jours après. Donc des mecs vraiment forts, et en fait, dès que tu te fais sortir, des roues, même si tu es dans une forme correcte, ils te classent pas. Ok. Ils t'arrêtent, ils te mettent sur le bord, et tu es considéré comme en abandon. Donc en fait, partir là-dessus, je savais que ça allait pas être une partie de plaisir. Donc, comme il se doit, j'ai décroché au bout de, je sais pas, il restait peut-être 2 3 tours, et j'ai été mis hors course. Donc ça fait quand même un premier abandon. Donc dans la tête, il fallait passer outre ça et se dire qu'on va dire que voilà, il y a ces 40 ou 50 finishers sur cette course, qu'il faut pas en prendre compte. Et ensuite, bah, on avait la chance d'avoir Nicolas Brouillard qui marchait bien, donc moi j'étais clair à l'équipe, ils le savaient bien. J'ai dit: «Ben, moi cette semaine c'est pour Nicolas, heu,
je ferai le travail que je peux faire avec les conditions que j'ai actuellement. Si ça va bien, tant mieux, je l'accompagnerai le plus loin possible et si ça va pas, eh bien, voilà, j'aurais fait mon boulot et puis voilà, ça s'arrête là. Puis le boulot, il a été bien fait du coup, parce que sur l'étape Rennes, du coup, celle qui passe par le Tourmalet et du coup l'arrivée à Luzardiden, tu prends la 22e place en battant des très grands grimpeurs et surtout des gars très en forme. Je pense à Rodriguez d'Arkea qui était là pour le classement général et qui derrière disputait le tour. Hugh Carty, même si bon, c'est plus le Hugh Carty de 2020, mais bon, quand même, ça reste une référence en termes de très très haute montagne. Du coup, les sensations étaient de mieux en mieux au fur et à mesure que le jour passait. Ouais, de mieux en mieux. J'ai vite vu sur l'étape en ligne que ça allait déjà bien. C'était un sprint le premier jour, mais j'ai vu que dès que ça montait et dès qu'il y avait des hommes forts qui se décrochaient, j'arrivais à y être. Donc déjà, j'avais des petits signes qui me faisaient dire que c'était pas si mal. Et ensuite, sur cette journée-là, Nicolas a eu des soucis physiques euh, qui l'ont contraint à abandonner, mais à 10 bornes même pas du Tourmalet. Ah, Donc génial. jusqu'à 10 bornes du Tourmalet, pour moi, je roulais pour Nicolas, c'était pas mon problème en fait. C'était pas mon problème et là, à l'oreillette, on entend: «Bon, Nico est monté dans la voiture, on se concentre autour de Thomas. Thomas, tu fais les 2 montées finales». Je dis: «Ouh là!» Je dis: «Tu es sûr?» parce que je dis: «Bah, moi, ça faisait 4 mois que j'avais pas couru, j'avais pas fait de col, enfin si, j'en fais à l'entraînement, mais pas de col en course». Je dis: «Bah, là, c'est incertain quoi». J'ai dit: «Vous pariez sur moi, mais bon, du coup, j'étais leur seule carte, grimpeur et ouais, je passe le Tourmalet pas trop mal, je bascule peut-être à 1 minute et quelques et après j'ai fait une descente vraiment incroyable. J'ai pris le record de la journée de loin. J'ai fait une descente de débile avec des belles petites pointes là à 110 km/h, à slalomer dans la descente. C'est ce qui m'a permis de rentrer au dernier moment, au cul du groupe de tête et ensuite Luzardiden que je connaissais pas, j'avais jamais fait d'ailleurs, sous des chaleurs pas possibles là, j'ai essayé de limiter la casse comme je pouvais mais bah bon, 22e au sommet, d'où je venais et de ce que j'avais fait, j'étais satisfait de ce jour-là et voilà. 22e, c'est anecdotique mais d'où je revenais pour moi c'était vraiment important de l'avoir fait et j'ai aussi montré à l'équipe que j'étais revenu en condition, pas à 100 mais que j'étais quand même là et voilà, donc plutôt rassurant. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, comme tu dis, affreux l'Uzardiden. Déjà, pas sous la chaleur, c'est affreux. Mais en plus, quand tu rajoutes là, vous, les températures démentielles, je veux bien croire que c'était affreux. Ouais, c'est ça. J'étais bien Assez mis à l'arrivée avec une petite bière, je te l'avoue. tu m'étonnes. Donc après la route d'Occitanie, tu vas au championnat de France où ben, tu ne finis pas la course, tu es hors limite, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 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 j'ai abandonné très tôt dans la course, très, très tôt. Là, pour le coup, je peux remercier, Théo Delacroix, mon Théo Delacroix qui a chopé une maladie à la route d'Occitanie et il se trouve qu'il vit sur Besançon, que le championnat de France était en Vendée et que lui était censé faire le chrono le mercredi ou jeudi. Donc ça lui faisait un trajet énorme s'il devait rentrer chez lui. Donc j'ai proposé de le raccompagner, chez mes parents à Nantes, parce que je suis originaire de Nantes. Donc je l'ai ramené avec moi ce soir-là et il a chopé une gastro, monumentale à la route d'Occitanie. Donc lui, il n'a pas pu prendre le départ du chrono le mercredi, mais moi j'ai été malade que le jeudi. Génial. Ce qui fait que lui avait récupéré, était bien pour la course de dimanche, mais moi j'étais mort, donc pour une autre raison totale que ma maladie d'origine. Donc voilà, j'étais à la maison, à domicile, parce que la Vendée, j'y ai fait mes études et j'y ai couru pendant mes 2 années amateurs aussi. Enfin voilà, je connaissais les routes par cœur et j'avais énormément de monde pour venir me soutenir et j'ai pas du tout apprécié l'expérience. Voilà, j'ai dû faire 90 bornes sur les 250, donc c'était un autre coup très dur à ce moment-là qui m'a remis parce que j'étais à peine revenu et déjà très nul. Donc voilà, il fallait Ouais. encore c'était encore une claque en plus et il fallait encore se reconcentrer pour revenir au niveau et voilà. Donc ça n'a pas été un moment encore très simple pour moi là dans ma tête à ce moment-là. C'était
aussi difficile qu'en plein mois de mai. Voilà. Ok, ouais, je comprends. Après, si ça Ouais. peut te rassurer, t'en fais pas. La Vendée, terre de vélo, normalement, des championnats de France, il y en a tous les 3 4 ans à peu près là-bas. Donc, Mais oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. t'en heure viendra, t'en fais pas. Ouais, c'est ça. Donc après la Vendée, tu files dans l'Est, puisque c'est le Tour d'Alsace, où enfin tu annonces au micro de Direct Vélo que les jambes sont bonnes. Et pour cause, tu termines 10e à la planche des belles filles. Décris-nous un peu cette belle semaine en Alsace. Ouais, alors du coup, on a pris le soin de recouper. J'ai pris le soin de me, on va dire, recalquer à l'ensemble de l'équipe. Donc j'ai recoupé une semaine après complète après le championnat de France. Pour me dire, voilà, c'était encore un coup dur, je recoupe. On est reparti en stage après 10 jours dans les Alpes, là, pas très loin d'Annecy avec l'équipe. On a super bien bossé et tout de suite, j'ai senti que ça m'avait encore fait du bien de couper parce que, mine de rien, bah, du coup, je n'avais pas coupé totalement, j'étais tout le temps à flux tendu. Et du coup, avec pour objectif, en seul et unique leader, parce qu'il n'y avait pas Nicolas autour d'Alsace, de faire le meilleur résultat possible. On était vainqueur sortant parce que Delbov avait gagné l'année d'avant, je crois, avec Saint-Michel. Donc je pense qu'on était assez attendus. Et ensuite, là-bas, donc c'est une course classe 2, certes, mais avec que des réserves d'équipe pour le Tour, donc des mecs qui, à l'avenir, Ouais. le top 10 du Tour d'Alsace de tous les ans, tu pourras regarder, tu pourras vérifier, Ouais. c'est du bon World Tour dans les années qui suivent. Bah, si Donc je dis c'est pas de bêtises, il y a le fils de Bellocchi qui est devant toi exactement. là, et derrière il fait la Vuelta. Exactement, et Markel Bellocchi, de lui qui était même avec la World Tour et qui a fait du coup des piges avec la Conti, lui c'était encore différent, donc qui a gagné le classement général. Moi je le connaissais pas du coup parce qu'il est arrivé en World Tour quand je suis redescendu et j'ai pas couru avec lui et impressionnant. Donc voilà, donc j'ai des bonnes sensations à la planche des belles filles. Après c'était pas l'étape Rennes était le dernier jour. Je dois faire une sixième, septième peut-être et après une cinquième place au général. Une cinquième place au général, donc on va dire honnête, dans la même seconde que le quatrième, je crois, parce que j'étais classé 4 à l'arrivée, et puis après ça s'est joué au millième de seconde du prologue, Ah, ou quelque chose comme ça. Donc bon, bref, peu importe, que 4 ou 5, c'est pareil. Mais donc plutôt encourageant pour la reprise, je savais que je marchais bien, sur les exos à la maison, je marchais bien. Et donc on a enchaîné direct avec le Tour de l'Ain 3 jours après. Et encore un Tour de l'Ain qui s'est plutôt bien passé, donc c'était encourageant. je vais faire juste un petit aparté sur la planche des belles filles. Ouais. Donc depuis une dizaine d'années, c'est l'une des montées phares du Tour de France. Et le Tour est actuellement le seul unique grand tour auquel tu n'as pas encore participé. Est-ce que c'est toujours un objectif pour toi d'ambitionner de prendre un dossard un jour sur le Tour de France? Euh, Non, pas forcément. C'est pas. Je l'ai jamais vécu comme un rêve spécialement. Je suis venu au vélo sur route assez tardivement et en fait, j'ai pas eu on va dire, ce rêve de gosse. Ouais, Je regardais pas à la télé vélo, je m'en foutais. Je faisais du VTT pendant toute ma jeunesse, mais quand on a du VTT, on a un regard de la route qui est pas forcément vrai. J'ai jamais voir le Tour de France sur les routes. J'ai pas eu cet attrait-là en fait. Et quand j'ai débarqué chez les pros ou monde amateur où tu commences à comprendre, moi ce qui m'attirait vraiment c'était le Tour d'Italie. C'était l'Italie, je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication, mais quand tu voyais les montées dans les Dolomites, je sais pas, la neige au sommet des cols, c'était des étapes dantesques et tout, et je sais pas pourquoi j'étais plus attiré par l'Italie que par la France. Après évidemment que si j'arrive à remonter en World Tour un jour et que l'opportunité se présente, j'irai bien sûr sans réfléchir et que ça sera un énorme plaisir de rouler sur les routes de France, mais je peux pas dire que c'est un objectif réellement dans ma vie. Ouais. ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant à savoir parce que justement, j'aime bien aussi savoir en interviewant des cyclistes si c'est des gros fans de vélo, des gros consommateurs, ou à l'inverse, ben, comme tu dis très justement, toi, venant d'une autre discipline de vélo, tu bouffais pas, ben, par exemple comme moi ou comme d'autres personnes, ben, genre la première course de l'année sur Eurosport, puis t'enchaînes avec tout le reste. Non, toi, c'était plutôt comme ça, épisodique. Quand t'avais que ça à faire, tu te disais, allez, on se met une petite course, mais c'est tout. Ouais, mais non, mais même pas. Je crois que je regardais même pas le vélo sur route, même pas. Ah, Jusqu'à mes 18 ans, pas du tout. Après, bon, bah là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas parce que ouais, je suis tout, je suis tout. Et il y a encore des coureurs pros qui se désintéressent des autres courses et qui ne regardent pas, hein. Ça existe. Il y en a ouais. encore, et puis plus que ce qu'on pense.
plus que ce qu'on pense. À l'heure actuelle, moi, c'est pas le cas. Je suis hyper impliqué, je regarde tout ce qui se passe et j'essaie de rester dans l'actualité. Mais non, en fait, ça m'est venu tard et du coup, je pense que jusqu'à Junior 2, je savais même, presque même pas qu'on pouvait vivre du vélo, en fait. C'était Ok, vraiment. Moi, ça m'est venu sur le tard, en fait. Ça n'a jamais été un objectif de rêve, maintenant, un objectif de carrière. Mais à l'heure actuelle, je suis le plus heureux et puis j'adore ce que je fais, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas été élevé là-dedans, voilà. ok, ben, ça me fait penser, j'avais reçu Kevin Reza dans mon émission qui a couru ben, chez Europcar, chez BNB Vital Concept, chez FDJ, et il a commencé sa carrière chez Vendée et il disait en arrivant en Vendée, je savais même pas qui était Jean-René Bernodeau. Ouais, voilà, c'est ça, c'est fou. Ah, mais c'est ça. C'est marrant d'entendre, c'est marrant d'entendre en vrai. Ah ouais, Donc après l'Alsace, tu files ben, justement sur le Tour de l'Ain, tu en as parlé, et donc tu confirmes ta bonne reprise puisque tu es acteur de la course tout simplement, 20e au général avec une échappée sur la deuxième étape, 12e de la troisième étape, et finalement tu réussis à briller sur une course qui était presque l'un des plus gros objectifs de ta saison. Donc là, à ce moment-là, tu sais que toi tu es de retour, c'est une vraie revanche par rapport au début de saison? ouais, du coup, ben, sortie d'Alsace, je savais déjà que j'étais de retour. Maintenant, ouais, j'arrive dans le groupe de tête le premier jour, on est que, je sais pas, 20-25 à l'arrivée, donc déjà, petite élection. Et, euh, et vu que j'ai basculé le col assez limite, ce jour-là, je sais pas pourquoi, c'était assez roulant, j'étais pas dans une grande journée. J'ai pas eu suffisamment confiance en moi pour le lendemain. Et je me suis dit, je vais me lancer dans une échappée pour essayer d'attaquer le col final qui est Mentière, avec une minute ou quoi d'avance, pour essayer d'anticiper et puis éventuellement reprendre le train des meilleurs à ce moment-là, qui étaient Nicolas Prodhomme et Uke Brooks. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un gars de l'échappée, le bon vieux briscard, comment il s'appelle? Brambilla, qui était avec moi dans l'échappée. Et Juanluca Brambilla, il fait 7e de cette journée-là. Donc lui, il a réussi ce que je voulais faire. Donc en fait, c'était pas impossible, c'est que j'avais pas les moyens ce jour-là de le faire. Mais c'était pas impossible du coup, parce je pense qu'il a attaqué Mentière. Moi, je me suis fait reprendre dans le premier kilomètre de Mentière, mais lui, il avait peut-être encore une minute d'avance et il a réussi à basculer pour faire sa belle place. Mais de là où j'étais le plus content, c'était la dernière journée qui était la vraie étape montagne, la pure montagne. Et en fait, encore une fois de plus, je m'aperçois que je suis vraiment fait pour les cols, les vrais cols, pas les trucs roulants, des trucs comme le col de la Biche et le Colombier, ça me va vraiment. Je suis arrivé dans la Biche, du coup incertain de la veille parce que je me suis fait reprendre de l'échappée, j'ai fait assez loin, etc. Donc dans l'objectif de rouler pour Nicolas qui était encore placé au général. Et finalement, lui, c'est tout l'inverse de moi. Il préfère les bosses plus courtes et roulantes. Et donc, il n'a pas du tout aimé la biche. Dès le pied du col de la biche, il était distancé. Je savais pas trop quoi faire, mais du coup, j'ai fait ma course. Et au final, on arrive pour la 6e place dans le groupe. Donc, je sais pas, je fais 11 ou 12. Mais la performance ce jour-là était vraiment plus marquante que les autres. Et là, je me suis vraiment dit, c'est bon, je suis de retour, j'ai la condition. Et finir voilà, dans le groupe des 10 premiers sur le Tour de l'Ain, c'était vraiment bien, ouais. J'étais content. Ouais. Bah ouais, Tour de l'Ain, c'est comme Étoile de Bessèges, c'est une course qui est référence, il n'y a qu'à voir le palmarès pour se rendre compte un peu de ce que c'est, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc voilà, non, plutôt satisfaisant, puis c'était à la maison, etc. Donc ouais, vraiment bien. Top. Tu me disais justement que tu aimais bien les longs cols bien difficiles, du coup, juste après, tu files sur la Polynormande, qui n'a rien à voir avec la montagne. Justement, ma question, on te connaît bon et excellent en montagne, mais les profils de classiques, est-ce, est-ce que ça te convient, qu'ils soient vallonnés ou un petit peu plats? Est-ce que tu aimes bien les classiques? Bah alors, les classiques, ça dépend ce que tu appelles classique. Une classique flandrienne, j'en voudrais pas. Ouais, ça je me Mais, doute. mais une classique difficile, vraiment, ça peut me convenir, hein. Je reste un coureur longiligne, etc. Mais j'ai quand même un petit punch que j'ai développé probablement en VTT depuis mon enfance, en fait. J'ai quand même un punch qui fait que je suis pas le dernier non plus sur un sprint, sur une relance ou sur des circuits punchy. Donc un circuit comme la Polynormande qui est hyper usant à la résistance, c'était que ma deuxième fois que je faisais la Polynormande.
enfin, 3e avec le championnat de France du coup, parce que c'était sur le même circuit. Mais à chaque fois, j'ai bien performé. Je me souviens, c'était ma première année pro, ça allait bien. Championnat de France, j'étais échappé toute la journée, ça allait bien. Et là encore cette année, j'ai pu vraiment être acteur. On était dans l'échappée de solide avec la Pera, avec Broyard et puis vraiment des mecs costauds. Donc non, ça peut m'aller sur des courses dures, comme Strade Bianche par exemple, qui on Ouais. peut le dire c'est une classique, mais c'est une classique dure, et ça, ouais, ça peut m'aller. J'ai jamais eu la chance de faire les Ardennaises. Ça c'est éventuellement un petit regret parce que Ok. je pense que j'aurais pu bien marcher sur un Liège-Bastogne-Liège par exemple. Ok, d'accord. Ben écoute, je te souhaite pour le futur de pouvoir participer à la doyenne J'espère, au moins une fois, voilà. Et j'espère. te faire un kiff comme à l'époque. Ah, mais t'étais pas encore pro, donc peut-être que tu l'as pas vu. Il y a une édition où je crois que c'est Anthony Perez et Stéphane Rossetto qui partent dans le final à deux, tous les deux. Ils se disent, vas-y, baroud d'honneur, on fait tout péter, mais on essaie d'aller au bout. Et genre, ils se sont fait reprendre à 10 bornes de l'arrivée. Et pendant un moment, on s'est dit, putain, il y a Peut-être. peut-être moyen. Il y a peut-être moyen en vrai. Incroyable. Si tu l'as jamais vu, je te conseille de revoir le replay. Enfin, le replay, le résumé, c'était, je crois que c'était la doyenne 2017 ou 2018, un truc comme ça. Mais c'était vraiment, c'était original, justement. J'avais reçu Stéphane Rossetto qui m'a dit la même chose que toi, que c'était vraiment une course qu'il adorait et il a vu l'opportunité de la faire. Il a dit, vas-y, on donne tout. On y va. Ok, bah, je vais checker ça. Donc cette course est marquée, donc la Polynormande est marquée par la victoire de Nicolas Prodhomme, qui signe sa 6e victoire de la saison. Donc Nico est un garçon que tu connais bien, vous vous côtoyez régulièrement, vous partagez entre autres vos entraînements. Est-ce que tu es heureux de le voir à ce niveau ultra performant? On savait que la victoire l'attendait, ça fait 2-3 années quand même qu'il tapait au carreau. Et là, le voir performer comme ça te fait plaisir? Ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir. Nico, c'est un gars qui est réservé, qui est bosseur et en fait dans les années d'avant, on n'en parlait pas, mais si on regarde tous ses résultats d'avant, c'est un mec qui faisait le travail et qui en plus n'était jamais très loin, que ce soit en montagne ou n'importe, et le grand public le connaissait pas parce qu'il était tout juste dans le premier arrière-classement. Mais pour faire ça, en fait, quand on a couru en World Tour, quand on sait le niveau que c'est, faire ne serait-ce qu'une 25e place quand c'est ta première, deuxième, troisième année pro, c'est vraiment bien. Et du coup, c'est un mec que je pense qui était un petit peu dans mes profils sur le début de sa carrière. Il a été stagiaire à Coff, ils l'ont pas pris. Il était stagiaire à Saint-Michel, ils l'ont pas pris. Il a été viré du CCF, qui est la réserve d'AG2R. Il a été à Villefranche-Beaujolais en attendant, et finalement, c'est après ces 2 expériences de stagiaire, c'est AG2R qui l'a repris. Donc ça, c'était une spécialité de la maison à l'époque. Ils l'ont fait bien 5-6 fois avec des coureurs. Euh, du coup, c'est un mec qui est passé tard, enfin plutôt tard. Il a peut-être 2 ans de plus que moi, et après, il a été vite mis dans un rôle d'équipier. Et par le travail, par son sérieux, voilà, par sa persévérance, il a eu ce déclic autour des Alpes qui l'a fait gagner avec Paul Sexas. Et à partir de ce moment-là, ça l'a libéré d'un poids. Donc en fait, c'est vraiment se dire que même si tu es équipier pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça veut pas dire que forcément tu pas le moteur, ça veut dire que t'as pas trouvé l'opportunité, t'as pas trouvé l'embranchement, tu as toujours eu des coureurs d'un niveau au-dessus à un moment donné avec toi, et que quand ça doit te sourire, ça peut te sourire, et que derrière, ça engendre des tonnes de victoires. Donc, ouais, c'est un mec méritant, et tout mon respect pour lui parce que c'est tout son travail qui a payé, et que tous les gens sur les réseaux qui peuvent dire ah, il sort d'où, il vient d'où, ben, moi je peux te dire il sort de juste beaucoup de travail, et il a jamais été loin de ce niveau-là, mais juste il a pas eu le déclic pour faire mieux. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est vrai que ça a toujours été un gars de l'ombre, mais comme tu dis, de toute façon, pour être le lieutenant d'un Ben O'Connor, pour être le lieutenant d'un Félix Gall, il faut forcément avoir la caisse, avoir un sacré niveau. Et forcément, quand tu te sacrifies pour ces garçons-là, ben, toi, tu le sais aussi, parce que tu as été équipé sur des grands tours pour des leaders chez Cofidis, et tu sais qu'il te faut avoir un certain niveau. Donc, effectivement, ça sort pas de nulle part, ces performances. Donc ensuite, après la Polynormande, donc on en a parlé un petit peu en début d'émission, direction le Tour du Limousin, où on a du coup, cette fois-ci, c'est plus que la confirmation, t'es de retour, ça y est, au plus haut niveau.
termine 10e du général au contact de la plupart des meilleurs coureurs français de la saison. Donc, Nico, on vient d'en parler. Il y a Costiou, Alexandre Delettre, Paul Lapera. Après ce résultat, du coup, quel regard tu as sur ta saison jusqu'à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ça y est, là, j'ai sauvé ma saison? Alors je me suis dit: «Oui, ça y est, j'ai sauvé ma saison». J'ai sauvé ma saison au cumul des places au final, si je prends, la classe 2, Bessèges, l'Alsace, le Tour de l'Ain et le Limousin, à tout ça, ça fait je sais pas, ça fait quelques top 10 mine de rien. J'en ai pas fait jusqu'à là. Donc pour moi, c'était plutôt réussi. Mais je me dis aussi que je suis passé à côté de quelque chose parce que si j'avais eu ne serait-ce que cette régularité-là, sans parler de gagner, sans parler de faire des exploits, mais en rajoutant 5-6 top 10 au cours de la saison, en faisant une saison vraiment régulière, ça faisait que je réussissais mon année et qu'éventuellement j'aurais pu repasser au-dessus, quoi. Là, ça s'est fait tardivement. Je suis content d'être sorti de mes problèmes et d'avoir réussi à retrouver mon niveau. Donc l'équipe est contente, moi je suis content, mais bon, toujours avec un petit regret en me disant: «Bon, si j'avais pu», bon, avec des si on refait le monde, mais voilà, c'est en se disant: «Si j'avais gardé cette régularité-là au mois de mai encore, au mois de juin, j'aurais vraiment pu éventuellement repasser au-dessus, quoi». Donc c'est encourageant pour la suite. J'ai retrouvé mon niveau, la 1re partie de la maladie on va dire, est passée, donc maintenant il reste plus qu'à continuer. Ben, merci déjà d'avoir parlé voilà, de ce sentiment quand même bivalent vis-à-vis de cette saison, avec des réussites à la fin, mais tu aurais bien aimé avoir cette régularité. Et la prochaine question, elle concerne du coup les 4 classiques auxquels tu participes ensuite. Donc, tu as Grand Prix de Fourmies, Grand Prix d'Isberg, le Tour de la Mirabelle et Benchimé-Bench. Alors, autant le Tour de la Mirabelle, il est un peu taillé pour les grimpeurs, comme tu l'as dit, t'aimes bien un peu ce genre de profil. Autant les 3 autres, elles sont faites pour les sprinteurs et les gros cuissots. Si je dis pas de bêtises, il y a Paul Magnier qui en gagne 2. Benchimé-Bench, je sais plus qui le gagne, mais ça doit être quelqu'un pareil qui a pas Meeus, du tout je crois, riche. Jordi Meeus. Jordi Meus, ben voilà. Donc le Ouais. mec est venu sur les Champs-Élysées. Donc voilà, Tu insinues qu'il me c'est ressemble pas trop? de quoi? Tu insinues qu'il me ressemble pas trop? Bah, t'es un peu plus fin que lui quand même, non? Non, pas trop, ça se voit pas. Ouais, la taille des mollets quand même des cuissots. Et concrètement, du coup, quand on a un grimpeur comme toi, qu'est-ce qu'on fait sur ces classiques? Quel est l'objectif? Voilà, dis-nous tout. Quel est le là, parce que là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh beh, je me suis posé la question 4 fois aux 4 départs. À l'arrivée aussi et pendant la course aussi des fois. Non, en fait, il s'agit de pas laisser, de pas laisser mourir sa saison au mois de fin août, début septembre. Il faut entretenir une condition et puis essayer de couper en même temps que tout le monde en octobre. Donc comme tu l'as dit au début, j'avais juste le gravel qui me maintenait un petit peu en tête et en forme, ce qui fait que je me suis servi de ces courses plates aussi pour maintenir mon allure et mon rythme en course, pour le gravel. C'était un choix de ma part de les faire. Ah, J'ai d'accord. même j'ai même demandé à les faire. Bon, parce que, c'est une opportunité, en fait, j'ai jamais fait aucune classique enfin, j'ai fait quelques courses en Belgique, ma première année pro parce qu'ils voulaient me tester un peu partout, mais ils ont vite vu que ça allait pas le faire. Donc là, c'est un choix de ma part. J'ai pris quand même beaucoup de force par rapport à ma première année pro, donc c'est en soi, c'est pas des courses dures, c'est des courses qui ont pas énormément d'intérêt, ça fait du rythme, ça fait une longue sortie de derrière scooter. Ça t'évite de t'entraîner à la maison aussi quand tu le mauvais temps et quand tu arrives en fin de saison, tu as quand même la motivation qui baisse, alors qu'en course, ben, tu as toujours un peu cette adrénaline-là. Hem, Mirabel, ça devait m'aller un peu mieux, mais en circonstances de course, du coup, là, c'est la première fois qu'on faisait une classe 2, mais avec un niveau, qui était purement amateur. Il y avait les Polti Cometa, ouais, Polti Cometa, ouais, ça se dit? Ouais, c'est ça. Polti Cometa, nous et Wagner en Ok. Conti Pro, donc c'était vraiment très faible et le reste, c'était des D-nains et des, Conti Fédéral, c'est ça, comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Donc bon, c'était vraiment une course amateur et donc il y avait 3. Le scénario est assez drôle, hein, parce qu'il y avait 3 équipes pour eux à marquer
on était quand même 170 au départ. Il y avait que 3 fois 6 mecs à marquer et ils ont ils ont réussi à laisser une échappée avec 3 de chez nous, un Polti et un Wagner. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc en fait, c'est là que j'ai compris en fait ce que c'était réellement le niveau amateur et comment ça courait tellement mal. Il y a pas aucune organisation en fait, il y a pas de, les équipes sont pas forcément, les coureurs individuellement sont pas forcément mauvais, mais en fait, ils s'entraident pas, c'est vraiment, chacun pour sa gueule et comment tu veux rentrer sur Ah ouais. les 5 meilleures, équipes, même si c'est pas forcément les 5 meilleurs gars, mais 5 gars des meilleures équipes devant, en attaquant 10 secondes par 10 secondes, chacun son tour, en fait, Ouais, du coup, il y a aucune non. organisation. Ce qui fait que nous, notre projet de base, c'était de mettre 1 ou 2 mecs dans l'échappée. Bon, on a carrément mis 3 et moi, avec Nicolas Broyard, si ça rentrait ou quoi, on faisait les montées finales. Donc on a laissé faire toute la journée, on allait chercher les coups, nous derrière, j'ai fait 4h30 de 30-30. Ça m'a fait un peu d'exercice. C'était bien parce que j'allais juste chercher les mecs tout le temps. Et résultat, l'échappée va au bout et bon, on s'est fait avoir par Polti, mais on fait 2 et 3 derrière. Donc bon, bah, ça va, Oui. on a réussi notre journée, on est tombé sur un os, un mec plus fort, mais 2 et 3, donc nous derrière, on n'avait rien à faire. J'ai fait ma course collective comme je devais faire, mais j'ai pas eu la chance de scorer là-dessus. Et derrière, les autres courses, les autres classiques, c'était des sprints massifs, donc ben, essayer d'aider, au maximum, on a Dylan Corkery qui allait assez vite et Jérémy Lecros. Ouais. Donc c'est des classiques que j'ai découverts, ça me fait aussi de l'expérience. Ça m'a ajouté un peu d'expérience pour cette fin de saison, ça m'a maintenu en condition pour le gravel et donc voilà pourquoi j'étais au départ. OK, ouais. Puis aussi pour, peut-être pour voyager, voir du pays, comme tu dis, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, tu es un amateur de voyage? Alors je suis un amateur de voyage, mais je t'avoue qu'aller à Arras ou à Beauvais pour faire du cyclisme, c'est pas vraiment ce qui me motive. Ah Il y ouais, a des je te belles jure. cathédrales pourtant, hein. Ouais, non, mais ouais, non, franchement, le Nord, hormis Lille, ou la banlieue de Lille, je prends 0 plaisir à aller là-bas, vraiment. Je faisais mes veilles de course là, 1 heure sur un truc tout plat avec du vent par 4 degrés et de la pluie et rien n'était beau autour, quoi. Donc non, c'était pas pour le voyage que j'y allais. OK. J'aurais choisi une autre destination, je sais pas, les Maldives ou un truc, tu vois? Mais Ouais, ça pas ça là. ça aurait été pas mal. Il y a pas de course malheureusement donc. Ouais, ouais, mais ouais, c'est clair. L'an prochain, tu vas retrouver, Simon Guglielmi, donc du côté de la Saint-Michel. Donc, à l'image de Nicolas Prodhomme, lui aussi un de tes compères d'entraînement, étant également un grimpeur, vous allez donc tous les 2, je suppose, composer le pôle montagne de l'équipe. As-tu hâte d'évoluer à ses côtés? Alors ouais, clairement, Simon, on a une bonne relation tous les 2. On est potes, au quotidien ici. C'est un super coureur qui a fait déjà des résultats. Je le définirais pas comme grimpeur par contre, parce que si tu lui dis ça, il va pas aimer. C'est un OK, puncher. C'est un puncher, Simon, je OK, pense que, il le dit lui-même, passer 10 minutes d'ascension, c'est plus son problème. OK. Donc il peut passer, voilà, il passe une Marseillaise, il passe des courses comme Bessèges qui sont vraiment intéressantes pour lui. Et en soi, pour son profil, l'équipe Saint-Michel est vraiment bien parce qu'il a énormément de courses pour se faire plaisir. Donc D'accord. ça fera un mec punchy, il a une petite pointe de vitesse également. Donc ça sera l'un de nos leaders pour toutes les courses, punchy difficiles en Bretagne, sur Bessèges, sur des courses comme ça. Et moi, je pense que je serai plus concentré sur la montagne. En tout cas, on est complémentaires parce qu'il passe les courses difficiles, je les passe aussi. Donc on s'entraidera, on a également une équipe solide autour. Donc voilà, on va essayer de ramener les meilleurs résultats possibles avec nous deux, Jérémy Lecros sur les sprints, Théo Delacroix qui peut faire des performances incroyables, que ce soit sur le chrono ou sur des journées dures. Donc on a encore cette année une belle équipe et on va essayer de bien performer, ouais. Ouais, complètement. Donc en fait, on va dire que tant numériquement que, en termes de profil, il vient un peu remplacer Nicolas Breuillard? Il peut remplacer Brouillard, ouais, 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 c'est ça. D'accord. On va dire un peu plus punchy, je pense. Nicolas passait un peu plus long, mais oui, c'est des profils comme ça. Il va remplacer Nicolas et lui aussi là, je me suis encore entraîné avec lui ce matin. Il est motivé, il a envie de bien faire et envie de retrouver justement le chemin du résultat et c'est ce qui l'anime. Donc, je pense qu'il va nous faire du bien l'année prochaine aussi.
Ok. Et justement, il fait partie donc de ces coureurs qui ont failli mettre un terme à leur carrière, étant donné qu'Arkea a stoppé, on va dire, un peu brutalement, même si elle avait un peu vu venir. Est-ce que vous, dans les échelons inférieurs, voir des équipes s'arrêter comme ça vous fait peur? Bah, ça fait peur, ça fait peur sur le marché international, en fait. Voilà. On est même pas ciblé que nous, c'est pour tout le monde, hein, que ça soit, l'équipier à UAE ou à Jumbo, il va être aussi pénalisé par l'arrêt d'une équipe. Donc là, c'était plus dur, parce que c'est des Français et que c'est des mecs qu'on connaît. Arkea, il y avait quand même une majorité de Français. Équipe française, coureurs français, staff français, un peu tout. Donc en fait, ça a mis un beau bazar. Pour Simon, pour avoir parlé avec lui jusqu'à tard dans la saison, il y croyait encore, hein. Franchement, Ouais. il s'accrochait aussi encore à ce projet-là, à ce petit pourcentage qui restait, que l'équipe reparte. Et faisant partie des piliers de cette équipe et presque des anciens. Il n'est pas très vieux, mais il faisait quand même partie des anciens. Il l'appelait papa au briefing, donc c'était quand même, c'était le daron de l'équipe un peu. Donc il y tenait, ça lui a fait beaucoup de mal aussi. J'ai lu aussi une petite interview là sur l'équipe là qui est parue, je sais pas, il y a 2-3 jours là sur les mecs en fin de contrat, Ouais. comment on peut le vivre et comment on le vit. Donc lui, je sais qu'il s'est fait aider, par des préparateurs mentaux, pardon, pour surpasser ça et et savoir rebondir, parce que c'est jamais simple comme mon pote Eddie Finet, de s'arrêter sur quelque chose qu'on n'a pas prévu, que ce soit une C'est blessure, ça. une chute, voilà, une équipe qui s'arrête, c'est des choses imprévues. Moi, j'ai un très bon pote à moi avec qui j'étais, au pôle espoir et qui j'ai fait mes premières années amateurs, qui est Maxime Chevalier, Oui. qui était à BNB Hotel, La TNB, oui, oui. qui était la pépite de l'ouest de la France. C'était le coureur le plus jeune des 2 premiers Tours de France qu'il a fait avec BNB. Exactement. Donc c'était quand même quelqu'un, il avait beaucoup d'ambition, il avait énormément voilà. Et quand l'équipe s'est arrêtée, il s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain et encore à l'heure actuelle, c'est dur pour lui, quoi. Donc ça a un impact sur toutes les autres équipes, sur tout le monde, parce que le marché a été bloqué jusqu'à très, très, très tard. C'est Et encore les le cas, coureurs c'est encore bloqué d'ailleurs. et c'est encore bloqué, mais je sais pas s'il y a beaucoup de coureurs qui referont grand-chose. En tout cas, avec l'arrêt de Wagner, avec l'arrêt La fusion. d'Arkea d'Arkea, puis la fusion, sans compter les réserves, les contis, qui sont Ouais. quand même considérés comme professionnels, ça faisait une centaine de mecs sans contrat. C'est impressionnant et du coup, pour n'importe qui, que ça soit pour un coureur comme moi qui a l'ambition et l'envie de remonter, c'est impossible presque, parce que les places sont réservées aux bons coureurs qui vont être probablement sans contrat. Donc en fait, on laisse traîner et puis on arrive vite à la fin de saison et on se retrouve un peu piégé dans ce système-là. Donc que ce soit pour moi comme pour un mec d'une grande équipe pour le Tour qui a envie de changer ou qui est pas conservé, eh ben, il est embêté tout pareil. Donc voilà. Justement, tu viens d'en parler un petit peu, c'était pour embrayer sur ma prochaine question. Est-ce que malgré ce contexte, tu te verrais, toi, bien, rester dans l'équipe un certain nombre d'années? Donc, j'ai pris les exemples de Jérémy Lecros, Romain Cardis, qui sont là maintenant depuis un petit moment, qui font partie des meubles. Ou alors, est-ce que toi, tu n'as pas du tout l'envie de t'installer sur du long terme et d'essayer de rebondir à l'étage au-dessus, comme l'a fait Alexandre Delettre cette année, après être parti de Cofidis, une année chez Saint-Michel, puis retour pas au plus haut niveau, mais c'est tout comme, vu le classement de Total Energy, et de finir sur le Tour de France. Ouais, ouais, non, moi j'ai encore cette ambition-là, je la cache à personne. C'est une ambition, bah, avant tout personnelle, parce que j'ai le sentiment de comment on dit? Un sentiment de pas fini, un sentiment que j'ai pas vu encore ce que j'étais capable de faire, d'inachevé, voilà, c'est ça, sentiment d'inachevé. Je sais pas, du coup, j'ai vu avec cette année que même avec certains problèmes physiques ou quoi, je pouvais faire quelques résultats. Donc je me dis qu'en fait, avec, une équipe pour le Tour comme Cofidis à l'époque, s'il m'avait donné ma chance, il m'avait donné tous les moyens de réussir et qu'éventuellement j'aurais pu leur ramener des résultats moi aussi et être conservé et faire carrière dans une équipe comme ça. Donc pour l'instant, c'est un petit sentiment d'inachevé. J'ai encore cette petite rage en moi qui me
qui me donne envie de performer, avec Saint-Michel, et Saint-Michel me laisse cette opportunité-là. On est raccord là-dessus. Je me vois pas m'installer comme un vieux meuble poussiéreux dans l'équipe. Heu, mais, non, 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 je sais pas en fait, on sait pas de quoi est fait l'avenir, parce qu'on s'y sent bien en fait, on s'y sent bien, à Saint-Michel, hein. C'est une équipe de copains, on a tout ce qu'il faut, on a rien. Je pense qu'en termes de continental, on fait partie quand même des meilleures équipes. Ah bah oui. On a du bon matos, on a du staff, on a des coureurs performants, on a quand même une cohésion d'équipe folle, donc il y a pas grand chose à reprocher. Juste, personnellement, j'ai ce sentiment d'inachevé et j'aimerais remonter, voir ce que je peux faire. Voilà, juste voir ce que je peux faire plus haut. Je sais très bien, je connais mes limites aussi à l'inverse. Je sais que je vais pas gagner des classiques pour le Tour, je vais pas te voilà, je vais pas te gagner, un Paris-Nice, c'est certain, mais je pense que dans des équipes comme ça, avec du coup un support, en performance, beaucoup plus imposant, on pourrait faire des belles choses, donc voilà. Mon Non, seul mais objectif, c'est de remonter cette année. ça se comprend, non, non, ça se comprend tout à fait. Puis tu as raison de le dire, tu es quand même un coureur qui est encore assez jeune. Tu es comme moi, tu es de 99. On a quoi? On a 26, on va sur les 27. Bon, j'estime qu'on n'est pas encore fini pour ce monde, quoi. Ouais, pas fini pour ce monde. Après, pour le monde du vélo, un peu plus quand même. On fait partie des vieux dans le monde du vélo, des jeunes dans le monde réel. Mais voilà, je pense que quand tu as en dessous de 25 ans, pour une équipe, ça fait pas trop peur. Passé 25 ans, euh, quel intérêt une équipe à prendre un mec de 26-27 par rapport à un mec de 18-19? Pour eux, c'est pareil, ils peuvent plus le former, il va tenir plus longtemps, éventuellement, on ne sait pas. Après, bon, c'est sûr qu'il a pas l'expérience que je peux avoir. Mais voilà, donc non, mon but, c'est d'essayer de reperformer et puis pas forcément m'installer dans l'équipe, même si je m'y sens très bien et que ça n'a rien à voir avec l'équipe. C'est vraiment un objectif personnel, voilà. Non, mais ça se comprend totalement. Et je pense qu'aussi l'équipe en est consciente, que ce soit Saint-Michel ou même Van Rysel-Roubaix, ils sont aussi conscients, voilà, que des passages comme le tien sont aussi des potentiels tremplins pour remonter un peu plus haut. Je pense qu'il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Non, c'est ça, puis c'est la mentalité de l'équipe aussi, hein. Ils sont là pour ça, ils le disent. Moi, quand j'ai été recruté l'année dernière, Stéphane Javalet, il l'a dit clairement, il dit: «Nous, notre but, c'est de faire ou évoluer des très jeunes, pour les emmener plus haut ou faire rebondir des coureurs», comme ils l'ont déjà fait un paquet de fois et tous les ans par le passé, hein. Encore cette année, il y a, Corkéry qui monte en World Tour chez DSM et Nicolas Breuillard qui file à Total Energy, donc 2 par an sur un effectif de 10, pas mal. Le Pas 20 mal, le 20. exactement. On y est. Exactement. Donc en vrai, donc voilà, faut pas se fermer les portes. Je commence à avoir quand même mon nom, je pense, qui circule un peu dans les équipes, du moins en France. Voilà, je suis pas un coureur international, mais en France, je pense que les gens savent qui je suis et si j'arrive à faire une saison potable, éventuellement, proposer mes services. Avant-dernière question. Est-ce que tu as envie de parler de la saison que vient de faire Cofidis, qui est justement ton ancienne équipe? On l'a évoqué au début du podcast. Tu fais partie, donc, toi, de ces dommages collatéraux qui ont été faits, en fait, tout simplement pour tenter de sauver le navire. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Bah oui, bah après, c'est ce que je disais au début, ils ont fait le choix de raser une équipe qui avait, à mon sens, qui avait vraiment un noyau fort. Moi, j'ai passé des années, 2000, alors pas ma première, mais on va dire 2022-2023, vraiment incroyable. On avait un noyau de coureurs, du moins français, qui marchait super bien, un noyau de coureurs espagnols qui était vraiment en bonne entente et machin, donc en fait, sur différents fronts, ça pouvait vraiment bien s'entendre. Moi, j'allais en course avec le Smile, au repas, on rigolait de A à Z. On formait une bande de potes et derrière, ça s'est ressenti sur les résultats. 2022-2023, ça a gagné, sur le Tour, ça a gagné, à droite à gauche. Moi, je sais que 2022, j'ai participé à 12 victoires. J'étais sur 12 fronts victorieux. Ça n'a pas de prix, en fait, parce que ça renforce cette cohésion, ça renforce, ce truc et là, en cassant c'est-à-dire que l'année d'avant déjà 2023, ils avaient viré la première moitié. Il y en avait aussi 11 ou 12.
Et l'année dernière, ils ont repris Nzoudou, donc ça veut dire qu'en 2 ans, ils ont revu totalement l'effectif. Il reste, comme tu dis, quelques meubles. Il restait Pérez, Benjamin Thomas et Brian Cocard, quoi. Il en restait 3 sur le noyau solide qu'on avait sur toutes nos victoires 2022-2023. Donc en fait, c'est ou que le management ne considérait pas que, il y ait besoin d'un collectif pour performer dans le vélo, alors qu'on le sait très bien, c'est important, et que des Plutôt, ouais. coureurs comme moi, enfin comme moi ou comme beaucoup d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont équipiers, il y en a besoin. Il y en a Bien besoin sûr, et en fait, si tu prends que des individualités, ce qui s'est passé cette année, ils ont pris un tas d'individualités qui potentiellement peuvent être forts, mais s'ils cohabitent pas ensemble, ça peut pas scorer, ça peut pas marcher. bien sûr. Heu, c'est ce que je dis et puis prendre en fait justement, bah, ce qu'on appelle des mercenaires dans le vélo, c'est des mecs qui ont marché. Donc en fait, on les paye sur ce qu'ils ont fait et pas sur ce qu'ils vont faire, pensant que potentiellement ils vont ressusciter et ils vont mettre des points UCI, à l'appel. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Donc plutôt que d'investir sur la performance de jeunes qui sont ancrés dans le milieu, qui connaissent l'équipe, qui sont bien. Plutôt qu'investir dans leur performance à eux, ils préfèrent virer et acheter un mec qui a marché par le passé. Donc, c'est ce qu'on a vu des Dylan Teuns, pour pas les citer, mais il y en a plein d'autres, des individualités qui n'ont pas su confirmer et voilà donc, en fait, c'était vraiment sans surprise. Moi, bon, tu peux pas le dire parce que des fois, tu peux avoir un mec qui te sauve une équipe. Là, ils l'ont pas eu. Donc forcément, moi je dis l'année dernière, quand j'ai vu l'effectif et le recrutement qu'ils ont fait, c'était pas possible que ça passe. Ok, ouais. Donc tu l'avais vu venir et c'est vrai que comme tu dis déjà Oui. quand tu passes tout à la machine à laver un peu comme ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui sentent pas forcément bon. Et est-ce que justement maintenant que ben tu l'as dit, il y a eu une partie de l'effectif au niveau des coureurs, même du staff technique qui a été mise à la porte sur les 3 dernières saisons. Maintenant que la direction qui vous a fait partir est partie. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais potentiellement revenir chez eux, ou du moins, est-ce que mentalement, c'est quelque chose qui serait possible pour toi, ou tu serais complètement braqué à l'idée de remettre les pieds chez Cofidis? Bah, non, 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 c'est pas je me ferme aucune porte, hein, du coup, j'ai eu la chance de côtoyer Raphaël Jeune, du coup, qui était j'ai pas le terme exact chez Look, mais c'était la personne qui mettait en relation, l'équipe et le partenaire Look. Donc on l'a vu sur plusieurs courses, c'est quelqu'un avec qui j'ai bien discuté, je m'entends bien, je me souviens, il était là parce qu'il est jurassien, peut-être, je vais pas dire de bêtises, ou vers Besançon, je vais pas m'avancer, mais il est De peut-être ce du côté coin-là. par là. Ouais, de Ouais, ce ouais. coin-là et puis on s'était pointé en 2023, on avait fait, alors première journée, il l'a fait, avait gagné. Guillaume Martin troisième. Le lendemain, Guillaume deuxième, Victor peut-être cinquième. Et Tour du Doubs le dernier jour, Restou Serrada qui gagne, Ah ouais. Guillaume Martin troisième. On avait fait une razzia. On était chez Raphaël Jeune et je me souviens quand tu gagnes le Tour du Doubs, tu gagnes une meule de 25 kilos de comté et là, c'était le paradis parce que dans la famille de Raphaël Jeune, je sais plus qui c'était, mais qui savait faire du fromage et il nous avait fait maturer le comté 6 mois de plus, puis à la fin de l'année, il nous avait tous donné, nos 2 kilos de comté. Là, on était heureux comme tout et en Exceptionnel. fait, on est moi, j'ai cette image-là de ce nouveau manager qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus il a vu ce que c'était sur le terrain, il connaît la valeur de l'équipier, la valeur du sacrifice, du sens du travail et cetera. Donc bah, on peut pas prédire de ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai confiance en Raphaël pour qu'il redresse la barre de l'équipe. Moi, je m'entendais bien avec tout le staff en interne, c'était des super mecs, encore quand je les recroise là en course, on se discute comme avant, il y a aucun tabou. Donc voilà, maintenant que la direction a changé, il faut voir s'il y aura les moyens mis en place pour refaire, grandir cette équipe, ouais. Ok, ok, très bien. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour 2026? Et beh, me sauter des résultats, que ma maladie soit derrière moi et puis qu'en fin d'année, on annonce un Thomas Champion qui re-signe, dans je ne sais quelle équipe, à un niveau au-dessus et Chez voilà. les Rockets peut-être?
Bah, par exemple, c'est si s'ils veulent de moi, s'ils veulent d'une nouvelle roquette, mais ouais, on verra ça. Eh bien, écoute, en tout cas, ben, je te souhaite tout ça, que ce soit la santé, les résultats, le sportif, remonter à l'échelon au-dessus. Voilà, je te souhaite ça. Et du coup, je te remercie ben, de m'avoir accordé tout ce temps pour revenir du coup sur une année qui a été assez éreintante pour toi, tant sur le plan sportif que mental, que physique. Voilà. Donc, mille merci Thomas d'avoir répondu à mes questions. Beh, merci à toi pour l'interview. Pas de souci. Avec plaisir. Puis, bah, Allez, salut! ouais, on dit salut. Salut. Je sais pas ce qu'on dit, mais ouais, on dit ciao. Salut à toutes et à tous et merci d'avoir suivi ce podcast.